C'est un peu le rendez-vous. Bah, merci en tout cas d'être là. Avant de te laisser la parole pour que tu puisses un peu te présenter et puis qu'on puisse faire cette petite conférence interview. Bon, même si du coup j'ai repéré que dans l'eau, il y en avait quelques-unes qui nous connaissent parce qu'elles sont déjà adeptes de différentes choses qu'on fait. Euh, mais voilà, l'idée pour vous resituer un petit peu, on a eu l'élan avec Morgane de faire une conférence. Moi, j'avais envie de en fait, pouvoir aussi créer un espace pour qu'elle puisse raconter son histoire, son parcours. Elle a fait pas mal de choses qui l'ont menée là où elle est aujourd'hui. Elle a été dans un ashram pendant très longtemps. Tu as été en Patagonie, tu as fait plein de trucs. Et du coup, bah, vu que tu proposes aussi cette expérience d'ashram à Paris cet été, on a discuté l'autre jour et je me suis dit, bon, bah, ce serait peut-être chouette de créer un espace pour que tu puisses un peu parler de ça. Et puis en ce moment, on est aussi dans une période où ça bouge beaucoup, où la conscience, elle est un peu en train de s'éveiller, où les gens, ils ont envie de participer à ce mouvement de conscience, de changer, de mettre en place des choses au niveau individuel et collectif. Et on s'était dit que du coup, cette thématique autour de l'ashram, de l'évolution spirituelle, de l'intelligence collective, ça pourrait être l'occasion de pouvoir un peu mettre des mots sur tout ça. Donc, peut-être tu peux dire un peu en quelques minutes un petit peu bah, qui tu es, ce que tu fais, comme ça les gens peuvent un peu te situer. Oui, avec plaisir. En fait, je dirige l'école de Culture Yoga, qui est une école qui trace les enseignements du yoga, du Tao et du chamanisme. Et toute cette école, en fait, ça a été une aventure un peu de toute une vie. En fait, je vais raconter un peu d'où je viens et comment j'en suis arrivée là, parce que c'est ce qui me paraît le plus simple. Euh, Moi, en fait, j'ai fait de la danse et puis je me suis retrouvée assez jeune, à partir de 10 ans, dans un cursus danse-études. Et voilà, c'était un milieu hyper fécond, avec plein de mouvements, beaucoup de vie. Et j'avais des professeurs, en fait, qui étaient des yogis. Donc, en fait, voilà, côté un petit peu baby yogi, très jeune, on m'a appris à me canaliser, à respirer, à sentir aussi l'énergie vitale qu'il y a en nous et à l'extérieur de nous, et puis à tisser avec cette énergie. Et dans un premier temps, en fait, je me suis dirigée plutôt vers la chorégraphie. Donc, il y avait déjà en fait cet appel un petit peu du collectif et cette fascination par rapport au mouvement qui nous unit, hein, la matrice qui nous contient tous. Et puis, en fait, quand j'ai eu 10 ans, j'ai eu une expérience initiatique forte lors d'un spectacle. Et en fait, je me suis vraiment éveillée. En fait, j'étais assez petite, mais j'ai senti euh, mon esprit fusionner dans l'amour avec mon mouvement. Et c'était incroyable comme sensation, parce que j'avais vraiment la sensation de voler, de flotter, d'être en extase, en fait, d'être en amour avec toute la vie, en fait. Et c'est une expression, enfin, c'est une expérience qui m'a profondément interloquée, profondément marquée. Et donc, j'ai toujours cherché à la retrouver. Donc, voilà, une chose en amenant une autre. J'ai fait des concours de chorégraphie, puis je me suis retrouvée, en fait, aux Beaux-Arts de Buenos Aires, en Argentine. Et je me suis retrouvée dans une colocation assez incroyable qui s'appelait Casablanca. Et je me suis retrouvée à vivre avec 16 personnes du monde entier. Et dont c'était assez drôle parce que c'était 14 hommes. Et en fait, j'avais une coloc italienne qui s'appelait Chiara. Et qui m'a initiée au tango d'ailleurs, qui était vraiment une femme extraordinaire. Et en fait, dans cette maison, il y avait un salon de danse au rez-de-chaussée et on vivait au-dessus. C'était une maison incroyable à 3 étages avec un grand jardin et tout. Et puis un jour, en fait, il y a les colocs qui me disent, écoute, on va recevoir une tribu Shipibo. Et moi, j'ai dit, ah bon, c'est quoi une tribu Shipibo et tout. Donc en fait, on m'introduit un petit peu à, à ces personnes-là, en fait, et un peu, j'apprends c'est quoi la tradition autochtone. On me parle de la shahuashka, on me parle de la jungle et tout. Et moi, j'étais assez...
j'étais assez curieuse, mais en même temps un peu froussarde. Donc du coup, moi je dis ah non, moi je veux pas faire de cérémonie avec vous. Mais bon, en fait, il se trouvait que ma chambre, elle était collée au salon de cérémonie. Donc il y a eu en fait une première cérémonie le soir et j'ai été complètement baignée dans cette ambiance et baignée dans les chants et littéralement en fait dans ma chambre, je suis rentrée en transe. Mais en transe, voilà. Pendant toute la nuit et du coup j'étais toute déboussolée, hein. J'étais jeune, j'avais 19 ans. Et du coup, le lendemain, je vais voir la chamane qui était super mignonne, qui s'appelle Asantia. Et je me retrouve devant elle, tu sais, vraiment, c'est la tradition un petit peu maternelle autochtone. Donc, elle me nourrissait, elle me mettait des bananes dans la bouche et du poisson. Elle me disait mange, mange, mange. Puis à un moment, elle me regarde d'un air espiègle et elle me dit tiens, toi, tu vas venir faire la cérémonie de ce soir. Et en fait, quand elle m'a dit ça, j'ai rigolé et j'ai dit oui. Voilà. Donc, je me suis retrouvée dans un salon de cérémonie d'Achawashka. Et à ce moment-là, en fait, c'était tellement nouveau, j'étais tellement pas en fait éduquée dans cette tradition-là que simplement j'ai eu un réflexe de me connecter à mon cœur et de demander en fait à mes guides, voilà, vraiment dans un espace réflexif, de demander s'il vous plaît, en fait, guidez-moi, protégez-moi. Et puis à un moment, j'ai rigolé, puis je leur ai dit bon montrez-moi d'où je viens. Et j'ai fait ma première cérémonie d'Achawashka qui a été une expérience je pense, fondamentale en fait, dans ma vie et profondément transformatrice. Et en fait, dans cette cérémonie, j'ai vu d'où je venais, j'ai vu plein de mes incarnations et surtout, je me suis souvenue de pourquoi j'avais incarné cette fois-là et c'était quoi un petit peu les enjeux de mon âme sur cette incarnation-là. Donc, je dis souvent en fait que cette expérience, elle m'a brisé la tête un peu comme une noix de coco. En sortant de là, j'étais complètement perdue. C'était très difficile à décrire comme sentiment, puis je me sentais aussi très isolée parce que c'était difficile de partager ça en fait avec ma famille, avec mes amis. Il y avait peu de personnes qui pouvaient comprendre ce qui m'arrivait. Du coup, à ce moment-là, j'ai eu un instinct. Je me souviens d'être dans la salle de bain en train de me brosser les dents. Et à ce moment-là, je me dis, voilà, il faut que j'aille connecter avec la Pachamama, quoi. Enfin, je veux dire, je l'ai vue partout pendant ma cérémonie. Je ne sais pas qui elle est. Elle et moi, on ne se connaît pas. Moi, j'ai grandi à Paris. Je suis une urbaine. C'est rock the béton, quoi. Ça veut dire, j'ai grandi dans la danse. Ce n'était pas du tout mon univers. Du coup, en 3 jours, c'était pacté. J'ai tout emballé. Synchronicité. Je trouve en fait une sage-femme qui vivait là-bas dans la montagne qui me dit, oui, j'ai une petite cahute qui n'a pas d'eau, qui n'a pas d'électricité, mais viens. Voilà, viens. Je crois que je vais payer de loyer 15 € par mois, pour vous dire le dénuement. Et donc voilà, je suis arrivée là et en fait en Patagonie, j'ai commencé à assimiler l'expérience. Donc ça a été un temps de grande errance et de grande vacuité. C'est pour ça en fait que c'est important de considérer le chaos et de considérer la perdition dans le chemin spirituel, parce qu'en fait il y a beaucoup de choses qui se passent, mais on ne peut pas forcément les saisir intellectuellement en fait à ce moment-là. Donc je me suis retrouvée en fait en Patagonie, puis à ce moment-là j'ai commencé à rentrer en état d'éros avec la nature et à rentrer vraiment en état de communication. Donc un canal chamanique s'est ouvert. Et puis en Patagonie, il y a plein de chamans, il y a plein de witch. Voilà, j'étais aussi confrontée à l'aspect réel de la vie, quoi, de la nature majestueuse. Et puis voilà, quand tout ça a commencé un peu à se déposer, je suis rentrée un petit peu dans le premier ashram que j'ai rencontré, qui s'appelait Casa Isis. Voilà, dans un village qui s'appelle El Bolson en Patagonie. Et voilà, j'ai rencontré, donc je suis vraiment rentrée, je pratiquais le yoga à Buenos Aires, de toute façon, je n'ai jamais arrêté de le pratiquer, mais je suis rentrée dans cette première expérience-là. Et en fait, c'était très fort pour moi parce que c'était du Kundalini, donc voilà, beaucoup de respiration et je trouvais ça très, très yang, mais c'était ma première expérience. Et puis, en fait, j'ai observé comment les peuples, enfin, comment la population s'organisait là-bas. Et c'était très différent de nos modes d'organisation ici, quoi. Ça veut dire que les femmes, elles se réunissaient à la nouvelle lune. La pleine lune, c'était les hommes et les femmes. On allait construire les maisons des uns et des autres à travers des lingas. Peut-être qu'il y en a qui connaissent ça. Et puis, voilà, tous au jardin à cultiver. On gardait les enfants des uns des autres. Moi, on m'a mis assez rapidement un prof
et prof de danse pour les enfants de la communauté. Et puis finalement, je me suis retrouvée aussi un peu maîtresse d'école. J'ai soutenu dans des processus voilà, vraiment très puissants, quoi, des cercles de guérison. J'ai vu des accouchements. C'était vraiment, c'était comme une claque de vie, quoi. Et en fait, il y a un moment où j'ai senti que j'avais très envie de rester là, j'aurais pu rester là vivre toute ma vie. Et puis, il y a eu un appel qui est plus fort, en fait, vraiment une soirée de transe avec des rêves qui m'a dit, il faut que tu retournes à Buenos Aires. Et donc, du coup, je suis retournée à Buenos Aires. Et là, je sentais que soit je trouvais un endroit où on m'éduquait, où on m'expliquait comment organiser toutes ces données en fait, qui m'avaient été données dans l'instant. Il fallait que je me structure, il fallait que je m'organise. Donc, j'ai commencé en fait à visiter différentes écoles de yoga. Donc, j'en ai rencontré 3, 4. Et puis, en fait, il y a un jour, il y a une école qui m'a appelée, mon cœur il s'est ouvert. Et quand j'ai passé la porte, je savais que j'étais arrivée au bon endroit, au bon moment. Et d'ailleurs, en fait, l'hôte de l'ashram m'a dit bienvenue chez toi. Et je l'ai regardé dans les yeux et je lui ai dit oui, je sais. C'est ici, tout va bien, on est là. Voilà, c'est là que l'expérience d'ashram a commencé. Et du coup, bah voilà, d'abord j'ai pratiqué, je me suis émerveillée de ce bain de pratique. C'était incroyable, c'était de 9h le matin à 9h le soir, tous les jours de l'année, sans jour de pause. Enfin bon, c'était de la folie, quoi, pour mon petit cerveau, tout ça. Et en fait, j'ai commencé à sentir le jeu des éléments dans mon corps, à sentir les transferts d'énergie à travers les pratiques, à être fascinée aussi par mes formateurs, parce que je les voyais, mais d'où est-ce qu'il sortait tout cet amour, d'où est-ce qu'il sortait toute cette lumière, et aussi par les jeux d'ombre qu'il peut y avoir aussi. J'étais là, oh là là, c'est quoi ça? Donc, c'était rigolo cette expérience ashram, parce que c'était tellement coloré, c'était tellement vivant et tellement initiatique aussi au niveau de la personnalité. Donc voilà, puis c'était un ashram où il y avait beaucoup de monde qui circulait, hein, il y avait 200, 300 personnes. Donc comme j'avais déjà un véhicule physique bien travaillé par la danse, très vite, en fait, je me suis vue proposer de devenir prof. Et ensuite, tout de suite en devenant prof, je me suis vue proposer de devenir formatrice. Et en fait, tout ça, ça s'est un petit peu enchaîné. Moi, je n'avais pas l'ambition d'avoir une école un jour. Et puis, en fait, à un moment, il y a eu une cérémonie où on m'a dit, est-ce que tu veux devenir sannyasine? Et en fait, sannyasine, c'est est-ce que tu veux devenir moine ou en fait, t'engager dans cette voie et formaliser ton engagement. Et en fait, à ce moment-là, c'était rigolo parce qu'il y avait plein de voix à l'intérieur de moi qui disaient, non, je ne veux pas ça. Et j'ai dit oui, en fait. Donc, je me suis retrouvée dans une cérémonie assez initiatique, voilà, où j'ai été drapée, on m'a parfumée, voilà, j'ai reçu plein de mots sacrés, en fait, qui m'ont profondément imprégnée. Et en fait, dans cette cérémonie, on reçoit un dharma. Donc, un dharma, c'est on reçoit une mission ou un devoir. Et en fait, on ne peut pas vraiment le refuser, quoi. Quand on a pris l'engagement, en fait, voilà, on doit dire oui. Et en fait, je vois donc l'ashram Charya qui donne des dharmas aux uns aux autres. Et il arrive devant moi et il s'arrête. Et il me dit, toi, tu vas fonder une école à Paris. Et en fait, quand il m'a dit ça, j'étais là, quoi? J'avais 20 ans. Et j'ai dit, non, c'est pas possible. Il m'a dit, mais souviens-toi, tu peux pas refuser. Donc du coup, là, il y a une partie très tribale à l'intérieur de moi, très puissante, qui a dit, allez, on y va, c'est parti. Donc je ne savais pas du tout, en fait, où est-ce que ça allait me mener, mais j'avais la foi. En fait, j'avais une foi intense, j'avais une foi ardente. Je sentais une force motrice extraordinaire à l'intérieur de moi et j'avais aucune certitude, aucune visibilité sur ce qui allait se passer. Donc voilà, je suis après. Ça a duré quelques années et je me suis retrouvée à Paris, donc à 21 ans, et avec tout à faire depuis zéro, quoi. Donc, donc évidemment, en fait, dans un premier temps, j'étais vraiment supportée par l'école, hein, par l'ashram mère, et puis je suis devenue secrétaire de la Fédération internationale de yoga. Donc c'était quelque chose d'assez structurant. Donc voilà, je me suis retrouvée baignée un petit peu dans ce milieu-là. Et puis finalement, en fait, il y a eu comme une grande distorsion en fait, qui a commencé à s'installer progressivement. Donc j'ai fondé l'école. C'était une école qui était
affiliée à cette raid d'école, hein, qui était immense, hein, qui est une raid mondiale. Et puis un jour, en fait, j'ai vu que les formateurs, en fait, certains des formateurs, ceux qui voyageaient en tous les cas dans les autres pays, je les trouvais pas alignés, je les trouvais pas justes, en fait, au niveau du principe d'amour, du principe de compassion. Donc en fait, à ce moment-là, donc j'avais 24 ans, j'ai décidé de retirer en fait l'école de la raid de l'ashram et je me suis dit bon bah voilà, si c'est mon destin. Moi, je suis le fruit du chamanisme parce que c'est ça qui m'a amené à une première forme d'éveil. Et j'ai toujours étudié le Tao dans l'ashram parce que l'un de mes formateurs était formateur en yoga et en Tao. Donc j'ai toujours été en contact avec ces médecines-là en fait. Et donc du coup j'ai décidé en fait de faire une école qui soit simplement une école qui reflète mon cheminement. Voilà, et ce en quoi je crois. Voilà, les valeurs, les choses que j'ai envie d'explorer, de déployer, la manière dont j'ai envie de m'exprimer, quoi. Donc voilà, c'est l'histoire de Culture Yoga. Je suis une école qui a presque 10 ans. C'est un joli parcours, une jolie histoire. On voit que tout s'est quand même bien construit pour que ça te mène là où tu es. Moi, il y a une question qui me vient, et je crois qu'on en avait un petit peu parlé, tu vois, peut-être ça pourrait intéresser. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont attirés justement par cette notion d'ashram, de partir, de vivre une expérience initiatique. Et en général, les gens, ils partent en Inde, tu sais, pour aller vivre les formations de yoga. En général, la plupart des gens vont en Inde, il y en a quelques-uns qui vont en Thaïlande. Euh, qu'est-ce que tu aurais envie de partager par rapport à ça, tu vois, sur déjà comment arriver à sentir un peu où est-ce qu'il faut aller, quelle expérience est bonne pour nous, parce qu'il y a quand même plein de courants un peu différents. Et puis, je sais qu'on avait un peu évoqué le fait qu'en Inde, c'était un yoga quand même assez masculin, un peu yang, quoi, et que parfois, ça manque un peu voilà, De féminité. Bon, bah, c'est sûr que moi, j'étais dans un ashram en Amérique du Sud. Donc, la qualité de présence de ces peuples-là, c'est des peuples qui sont dans la joie, c'est des peuples qui sont dans le mouvement, des peuples qui sont dans la danse de la vie et aussi des peuples incroyablement résilients, quoi. Ça veut dire c'est de la folie, leur résilience. Voilà, par exemple, l'Argentine, c'est un pays qui a connu énormément de crises, donc qui sait en fait lever la force vitale, lever l'énergie et avoir en fait des émotions qui arrivent à réensemencer des sphères dévastées, en fait, finalement. Donc moi, j'ai grandi un petit peu aussi dans un yoga au rythme des tam-tams, des candombés, des mantras carnaval. En fait, un geyser de joie, un geyser de couleurs et aussi un yoga donc, en fait, qui s'imprègne de la science des mouvements énergétiques des peuples autochtones, en fait. Donc, beaucoup d'absorption dans la médecine de la spirale, en fait, voir comment en fait, on évolue dans un mouvement de manière spiralée, comment en fait on va se laisser fondre jusqu'à une forme plutôt que d'aller chercher une forme à l'extérieur. Comment le monde émotionnel aussi peut complètement réenchanter le monde physique, comment il peut le nourrir, comment nourrir son inspiration, comment aussi évoluer dans la bienveillance et dans la douceur, parce que c'est quand même une forme de yoga très, je dirais, très maternelle dans le sens où en fait le yoga il est transmis un petit peu comme le lait maternel, ça veut dire qu'il est transmis dans la douceur, il est transmis dans la lumière, il est transmis dans l'aisance, dans la fluidité, c'est-à-dire que les professeurs sont formés pour rendre tout plus fluide, rendre tout plus accueillant, pour accompagner en fait, vraiment. Ce qui est vrai que c'est pas la même chose que d'avoir déjà, par exemple dans l'ashram où moi j'étais, les professeurs ne pratiquaient pas en fait. Ils donnaient la classe et ils accompagnaient, ils corrigeaient, ils encourageaient avec le toucher, avec les mots, avec des consignes bienveillantes, apaisantes.
Donc c'est sûr qu'en fait, ça a été un espace très intéressant pour se transformer. Après, pour moi, l'intérêt d'un ashram, c'est le cadre qu'il propose. Voilà, parce qu'en fait, c'est comme si on rentrait dans un espace complètement cadré. En fait, on a juste à le respirer, à le traverser, à le vivre et à découvrir en fait tout le processus alchimique qui s'opère vague après vague, jour après jour, les états de conscience qui surviennent parce qu'en fait on n'a rien à tenir ou à impulser. C'est comme une coupe incroyable dans laquelle on peut se déverser et couler encore et encore et encore. Voilà, jusqu'à rencontrer ton essence. Et une fois que tu as rencontré ton essence, tu rencontres le mouvement de ton esprit. Et puis après, tu apprends à faire danser ton esprit avec tes mots, ton esprit avec le chant de ton cœur, ton esprit avec ton mouvement, tes aspirations, tes idées. Tu apprends en fait à tisser cette fusion jour après jour, patiemment. Donc pour moi, en fait, l'élan d'aller dans un ashram, chez les personnes, je le comprends et j'observe aussi que c'est souvent des personnes qui ont vécu ces cadres dans d'autres vies et en fait, ils viennent plus pour se remémorer des choses, pour réveiller des mémoires, réveiller des capacités, réveiller des élans qui peuvent être enfouis par l'éducation, par la société, par plein de choses. Et en fait, ils y vont plutôt comme dans un espace révélateur. Mais en soi, ce qui produit l'alchimie au sein de l'ashram, c'est le fait de se laisser contacter par le cadre, d'être réceptif aux outils qu'on te propose, dans cet état de fécondité intérieure où tu vas pouvoir te nourrir, recevoir, te laisser inonder en fait par le foyer collectif de l'énergie, parce que c'est pas la même chose en fait. Si tu prends un cheval qui court dans une plaine, c'est beau, c'est majestueux. Maintenant, imagine 100 chevaux qui courent dans une plaine, c'est-à-dire que c'est d'une rare puissance en fait, c'est d'une puissance majestueuse. Et l'énergie du collectif, elle a ça. Ce sera jamais la même chose quand on fait notre petit yoga tranquillou à la maison pour soi, sur son mat, que quand on va dans un cours et qu'on est 15 et qu'en fait on est 15 à respirer ensemble, et on est 15 à transpirer ensemble, et on est 15 à sentir ensemble, et à se contacter ensemble. Il y a une énergie qui se dégage qui sera jamais la même. Et dans l'ashram, en fait, il y a aussi, c'est comme c'est un immense chaudron, finalement, où tout ce qui est dans ce chaudron est un élément que l'on peut contacter, au contact duquel on peut se transformer. Donc c'est ça. Et en fait, bon, c'est sûr, moi j'avais vraiment des formateurs exceptionnels, d'une grande sagesse, d'une grande beauté aussi, hein. Même s'ils avaient des côtés sombres, hein, faut pas croire en fait que... Enfin, je veux dire, plus quelqu'un grandit dans sa lumière, plus il grandit dans son obscurité. Bon, ça, c'est le Tao, mais c'est comme ça aussi. Et en fait, on apprend à danser avec ça. Mais en tous les cas, j'ai énormément appris aussi des personnes avec qui je cheminais. J'étais avec des élèves qui étaient de Corée, des États-Unis. J'ai appris de toutes les cultures. Et ça, c'était tellement des vagues de vie parce qu'en fait, il y avait la vie de l'ashram, mais il y avait quand on sortait de l'ashram, voilà, boire un thé, prendre un café ensemble et en fait, qu'on échangeait nos ressentis. Et en fait, ce qui est beau dans l'expérience de l'ashram, c'est que cette expérience collective, en fait, elle se fait aussi à travers le processus de miroir, à travers chaque être que tu rencontres et comment chaque être te fait des cadeaux et comment tu peux lui faire des cadeaux aussi. Et en fait, c'est quelque chose de tellement naturel, de tellement inné qu'on perd la magie de ça. Mais bon, quand tu es dans un cube et à tout le temps pratiquer, être émulsionné ensemble, cette magie-là, elle te frappe quand même, quoi. Elle te revient vite. Et je pense que par rapport au pays, en fait, il faut se laisser appeler par ce qui nous met en joie. S'il y a des personnes en fait que l'Inde ça inspire et voilà, qu'il y a un côté mystique qui les prend au cœur, qui les prend au corps, c'est fabuleux. Moi, je sais que je n'irai pas dans un ashram en Inde parce que c'est pas ma couleur. Voilà. En fait, malgré cette expérience d'ashram, moi, ce que je donnerais comme conseil, c'est qu'il faut, en fait, il faut se laisser imprégner par la beauté de l'instant, mais il ne faut pas se laisser subjuguer. Il faut pas rentrer dans l'illusion. Il faut garder une racine par rapport à soi, en fait, qui soit puissante. Il faut garder son instinct, savoir dire à quelle mesure, quand, comment,
se repérer, cadrer par rapport à son monde intime, la nature de l'expérience, la temporalité de l'expérience. Par exemple, pour moi, c'était très clair que c'était un cheminement qui allait durer des années et j'étais totalement en accord avec ça. Après, il y avait des personnes qui venaient 1 mois, 2 mois, 3 mois, enfin, des personnes qui circulaient. Et en fait, c'est très juste de garder vraiment, de ne pas remettre son pouvoir personnel au formateur et de ne pas demander au formateur « Ah, mais combien je reste? Est-ce que je reste 1 mois, 2 mois ?» En fait, le formateur, il ne sait pas et il n'a pas en fait à prendre ce pouvoir-là. Un bon formateur, pour moi, c'est celui qui va te renvoyer, qui va s'asseoir avec toi, qui va dire « Bon, bah alors, qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que tu perçois? Comment c'est pour toi? Quand tu dis que tu vas rester 1 mois, comment ça résonne dans ton cœur? Comment ça résonne dans ton corps? Quand tu dis… que tu vas rester, voilà, je sais pas, des années. Moi, tu me dis, à l'idée de rester là vraiment sur de longues durées, j'ai étincelé, quoi. Je me sentais briller de mille feux. C'était limpide. Et en fait, il faut être avec des personnes qui puissent te renvoyer à tes ressentis, qui puissent t'aider à cultiver des repères dans ton ressenti. Parce qu'en fait, il n'y a que toi qui as les clés de ton chemin. Et même si tu as des guides, ils ne doivent pas prendre pouvoir en fait, sur ton destin. Et c'est 50-50. C'est à l'autre de ne pas prendre pouvoir et c'est à toi aussi de ne pas chercher à être influencé parce que tu manques de confiance en toi. Après, ce qui émerge aussi de tout ce que tu dis, et c'est aussi peut-être pour ça qu'on s'était dit que l'intelligence, enfin les transformations collectives, ça joue, parce que c'est vrai qu'au final, on n'est pas forcément obligé de partir à l'autre bout du monde pour faire des formations, pour se former, se transformer. Mais par contre, la chose sur laquelle on se rejoint, et je crois qu'on est d'accord, et c'est pour ça qu'on fait des trucs ensemble aussi, c'est que le collectif est le berceau des cercles, des retraites avec plusieurs personnes. C'est vrai que ça crée des espèces de transformations incroyables parce que, comme tu dis, peut-être que ça crée un cadre sécurisant où on peut complètement s'abandonner. Enfin, moi, en tout cas, je sais que c'est ça. À chaque fois que je fais des retraites ou des stages, il y a un truc où je me laisse complètement porter, chose que je fais pas du tout en temps normal. Et du coup, ça crée comme une espèce de mouvement, comme tu dis, où il y a plein de personnes qui travaillent un peu dans le même sens, avec un peu des intentions communes. Et effectivement, peut-être qu'on n'est pas obligé de faire ça à l'autre bout du monde et de partir. Mais par contre, le berceau du collectif et l'aspect ashram, entre guillemets, où on est tous ensemble dans un berceau commun, à avoir des intentions communes, à travailler sur nous, avec cette présence de miroir, etc. C'est vrai que ça reste quand même beaucoup plus puissant, en tout cas, je trouve, que de faire le chemin tout seul, en fait. Quand tu es avec plein de gens, c'est clair que ça crée une espèce de flow énergétique dynamique qui est assez incroyable. Ouais, pour moi, en fait, la clé, c'est de travailler son rapport au sacré. Ça veut dire qu'un cercle de 5 femmes, c'est un ashram. Une famille, c'est un ashram. Un couple, c'est un ashram. Ça veut dire que, en fait, ce qui est appelé un petit peu ashram, c'est effectivement c'est cette notion de chaudron et c'est cette notion de berceau. Après, je vois qu'il y a Jessica qui dit je suis mère, j'habite en banlieue de Paris et je n'ai pas envie de partir loin pour avoir des formations. Et bien, du coup, en fait, moi, Jessica, si j'étais toi, en fait, j'entrerais en lien, en communication avec l'univers et je lui dirais ça, tout simplement. Je lui dirais j'ai envie de trouver une formation qui soit celle qui me convient le mieux sur tous les plans et en fait qui respecte mon besoin de rester ici, mon besoin de tisser ici, mon besoin en fait de m'épanouir ici, d'éclore ici. Et en fait, l'univers, il amène plein d'opportunités. Enfin, voilà, par exemple, nous, avec Culture Yoga et avec son collectif, on crée un ashram à Paris et c'est un ashram en fait éphémère, mais on le fait aussi pour ça. Parce qu'en fait, voilà, c'est juste la création d'une opportunité, la création d'un cadre pour ceux qui ont envie d'embarquer dans cette caravane-là à un moment T. Mais s'il y a cette demande en fait chez les personnes qui demandent en fait qu'il y ait plus d'expériences comme ça qui émergent du collectif, mais l'univers va y répondre en fait. Il y a plein de canaux qui vont être prêts à recevoir cette information sous forme d'idées, qui vont dire ah mais qu'est-ce que ce serait cool si on faisait ça et si on se transformait de cette manière-là et en fait tout ce qu'il faut garder c'est un cœur ouvert en fait. C'est ça la vraie difficulté. Il faut pas tomber dans la croyance que les choses vont pas se faire, la croyance que les cadres vont pas se créer. En fait, il faut porter son désir dans le cœur et il faut oser aussi l'offrir à l'espace. Et à ce moment-là, c'est là en fait que le processus alchimique universel opère.
Et c'est là, en fait, que les opportunités arrivent. Donc, en fait, je pense que c'est les optimistes qui vont ouvrir des portes. Et je ne parle pas d'un optimisme cuculapraline ou licorne power, quoi. Je parle d'un vrai optimisme qui vient du fond du cœur. Ça veut dire de garder le cœur ouvert et de dire je vais recevoir tout ce dont j'ai besoin et en abondance, quoi. Et, et comme on disait juste avant, euh, c'est aussi cette intention de vouloir se transformer qui fait que de toute façon, les choses, elles vont bouger. Et chacun, en fait, a des besoins différents. Il y a des personnes qui ont besoin, en fait, de tout couper parce qu'ils sont pris, en fait, dans le quotidien. Et donc, du coup, ils ont besoin, en fait, de partir pendant un mois et de vraiment se mettre à fond dans la formation. Et il y en a d'autres qui ont besoin d'intégrer ça. Moi j'ai suivi ta formation du coup à Culture Yoga et moi ça m'allait bien parce qu'en fait je ne me voyais pas partir un mois. Ça aurait été trop brutal pour moi vu que j'avais en plus des blessures d'avant avec mon épaule et tout. Je m'étais dit je vais jamais tenir un mois. C'est trop brutal pour moi d'aller faire un mois de yoga non-stop tous les jours. Il y a des gens, ils en ont besoin et il y en a d'autres, ils ont besoin de l'aborder peut-être avec un aspect plus adapté à nous, quoi. Et moi, j'ai trouvé que c'était intéressant aussi de le faire sur une année, des week-ends avec des temps d'infusion, des temps d'intégration, que ça crée vraiment quelque chose qui s'intègre aussi et qui s'incarne dans notre quotidien, parce que quand on le vit dans un espace extérieur, ben, on va le vivre et puis après, il faut arriver aussi à l'incarner dans notre quotidien, dans la vie de tous les jours. C'est un peu comment est-ce qu'on intègre tout ce qu'on a vécu maintenant, alors que là, parfois, un peu de faire les choses peut-être plus en lien avec notre vie de tous les jours et peut-être sur une temporalité différente, ça permet aussi de nous arriver à surfer, à slalomer en fait entre ces différents espaces. Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis. Parce que tu vois, en fait, moi, dans les différentes écoles que j'ai visitées, donc il y avait des écoles, en fait, c'était vraiment des ashrams totales où tu dors et tu manges avec tout le monde. Et moi, finalement, l'ashram que j'ai sélectionné, c'était un ashram de 9h du matin à 9h le soir, donc il y avait des temps de pause dans la journée, mais tout le monde rentrait chez soi, en fait, le soir. Et en fait, c'est vrai qu'on a autant besoin de temps de méditation, de contemplation, qu'on a besoin de temps de non-spiritualité. Ça veut dire que moi, je me souviens en fait de sortir d'heures et d'heures de pratique et d'aller avec mes potes manger un choripan au coin et besoin aussi de casser ce côté puriste, ce côté en fait un petit peu effréné hein, quand on commence la quête spirituelle. Il y a beaucoup d'enthousiasme, on a souvent l'impression en fait qu'on doit être autre chose que ce qu'on est. Hein. C'est une des premières illusions qu'il faut transcender. L'illusion qu'on n'est pas assez et qu'il faut aller en fait chercher autre chose plutôt qu'en fait de se contenter de ce qu'on est et de se respirer en floraison, quoi, de se respirer en éclosion tranquille, véritable, naturelle, en fait. Donc je pense que effectivement d'avoir en fait des temps d'incubation et des temps de retour à ce qui est basique, ordinaire, normal, c'est super, super important pour en fait laisser tout ce qu'on a accumulé comme matière se digérer, s'imprégner dans la vie quotidienne. Et en fait, ce qui est super beau dans le cheminement spirituel, c'est quand finalement l'effort disparaît parce qu'il est emporté par une vague d'amour. Et en fait, voilà, moi je sais qu'il y a des personnes qui me demandaient, mais attends, j'arrive pas à me lever tous les matins, à me mettre sur mon mat, et à pratiquer. Et en fait, ce qui est super beau, c'est qu'à un moment, en fait, on arrive à un état de maturité et on se dit « Ah, mais en fait, ça m'a fait tellement du bien de pratiquer dans la classe. C'était tellement bon. Pourquoi je n'irais pas sur mon mat par pur kiff, en fait? Et pas parce qu'il faut faire quelque chose qui m'amène vers une discipline. Simplement parce que c'est une respiration d'amour envers moi-même. Et qu'en fait, tous les jours, j'ai la possibilité d'ancrer cette respiration d'amour en moi. Et ça, c'est vrai que c'est plus difficile de le faire si on baigne tout le temps dans l'ashram, on y est H24 et après on revient dans la vie normale. Et il y en a pour qui c'est vertigineux, c'est un vertige. Ils passent un peu de quelque chose d'auréolé, de toujours nourri spirituellement à en fait la vraie vie, quoi. La vie, elle est magnifique et elle est féroce.
aussi. Voilà. Et en fait, voir en fait comment tu arrives à amener ta lumière dans cette férocité, comment tu arrives à t'adapter, comment tu arrives à t'immiscer, comment tu arrives à rayonner et à disparaître aussi au sein de ce mouvement. Du coup, c'est super important important de vraiment, en fait, si tu pratiques spirituellement, d'avoir des temps, en fait, où tu fais rien, quoi. Tu te poses et tu manges tes pâtes devant Netflix, quoi. Et t'essayes pas, en fait, de changer le monde et t'essayes pas de te changer, en fait. T'es juste avec toi-même et t'es bien, tout simplement. D'avoir ces temps ordinaires. Et ça, moi, je trouve que c'est trop beau parce qu'en fait, c'est vrai qu'on doit cultiver notre essence, notre feu, notre lumière, mais on doit aussi cultiver notre terre, notre humanité. Voilà, on est là sur Terre pour faire l'expérience de nos sens, tout un tas d'expériences. Donc, en fait, il ne faut pas les juger comme bonnes ou mauvaises. Il faut juste les prendre, les respirer, les vibrer et les laisser tranquillement descendre dans notre matrice pour que en fait, en notre synthèse, au contact de notre esprit, cette expérience devienne sagesse, mais par le mouvement d'une simple respiration, pas par la volonté ou la pensée. Voilà. Et ça, c'est une alchimie qui s'opère rapidement quand elle n'est pas désirée, en fait. Comme on dit, hein, quand on désire atteindre un point, bon, bah, on peut l'atteindre par la force, et des fois, quand on ne désire pas atteindre un point, bah, on s'y retrouve, quoi. C'est comme... c'est des voies différentes, mais c'est super important, effectivement, de bien se connaître, de bien sentir ce qu'on veut et de bien choisir son cadre. Il faut qu'il y ait une résonance à plusieurs niveaux. Il faut que les formateurs te plaisent, t'inspirent, te nourrissent. Il faut que le cadre posé te plaise, l'enseignement t'attire. Il faut que tout s'établisse dans une juste mesure par rapport à toi. Et si tu ne te connais pas, bah, tu vas devoir aussi expérimenter des choses et dire « Ah bah ça c'est bien, ça me convient. Et ça en fait non, je me rends compte que ça ne me convient pas, c'est trop. » Donc voilà. Il ne faut pas avoir peur d'expérimenter, de se frotter aussi, quoi. De se frotter à la vie. Et ce que tu dis, ça me fait penser à pas mal d'instants où tu nous avais partagé aussi, euh, que ce soit dans la formation ou dans des trucs que j'ai fait avec toi. À chaque fois, moi, ça me parlait beaucoup et ça résonnait parce qu'on a tendance un peu à oublier que justement, on est humain. Et c'est vrai que quand on commence à cheminer spirituellement, il y a un peu l'archétype de l'ange ou de celui qui a envie de se percher ou qui a envie d'être que dans l'éveil ou qui a envie d'être que dans la lumière. Et je crois que c'est un truc qu'on partage parce qu'il y a ce côté scorpion où nous, on aime bien aller dans la grotte. Mais c'est vrai que c'est important et on n'en parle pas beaucoup. Et les gens se sentent souvent un petit peu désemparés parce qu'ils se mettent sur une quête de chemin spirituel, d'éveil, de pouvoir enfin atteindre cet espace où il n'y a plus de problème, où on est en paix, où il n'y a que de la lumière et que du beau. Et en fait, on a tendance à oublier de se rappeler qu'en fait, comme tu dis, plus il y a de la lumière, plus il y a de l'ombre. Et c'est pas parce qu'on est sur cette quête-là de paix intérieure et de sérénité qu'il n'y a pas des moments et des temps en fait où notre humanité elle nous rattrape. Et au final, c'est aussi ces temps-là qui font que c'est une forme de richesse. Ça vient nous montrer en fait ce qui est à travailler et ça nous montre un petit peu le chemin qui nous reste à faire. Et c'est vrai qu'on a tendance parfois à presque vouloir le mettre un peu de côté, à être que dans une forme de pureté et de travail et de rigueur. Et après, il y a une espèce d'égo spirituel qui se développe. Notre juge intérieur, déjà que le juge intérieur de base, il est bien. Le juge intérieur spirituel, je crois qu'il n'y a rien de pire. C'est vraiment, mais pourquoi tu réfléchis comme ça? Tu es spirituel, tu devrais pouvoir y arriver, machin. Et ça, c'est vrai que j'aime bien quand on l'aborde parce que ça permet un peu de déconstruire quoi, cette espèce d'idéal qu'on a autour de la quête spirituelle. Ouais, bien sûr. C'est tellement, c'est tellement touchant, hein, cette partie-là, moi, je trouve. C'est vrai qu'en fait, ben, c'est un peu lié aussi à notre culture. Vous savez, dans notre culture, il y avait des saints, il y avait des grands mystiques, en fait. Donc, en fait, c'est comment j'arrête d'être moi pour devenir l'autre. Comment j'arrête d'être moi pour devenir ce que je projette, pour devenir mon idéal. Et en fait, dans l'école, on appelle ça le complexe de la licorne. Pourquoi ? Parce que parce qu'en fait,
imaginez, donc là, vous avez Ajna. Ok. Et donc, Ajna, il s'insère à l'intérieur du crâne, hein, évidemment. Il descend jusqu'à l'arrière dans un autre petit point énergétique qui s'appelle Bindu. Et en fait, il se projette aussi devant. Et en fait, la pointe de la licorne, en fait, la pointe d'Ajna, c'est notre idéal. Et donc, en fait, le cheminement spirituel peut se transformer en une quête de l'idéal, en fait. Et une quête de l'idéal, ça peut nous amener à rejeter ce qui est là et rejeter la grâce, la fécondité et les cadeaux de tout ce qui est là sans effort. De tout ce qui existe et ce qui pulse quand on n'est pas dans la démarche de et quand on n'est pas dans le sureffort, en fait. Donc, c'est important de laisser en fait des élans profonds jaillir. Par exemple, on peut avoir un élan, j'ai envie de développer ma créativité, mais de s'établir dans le mystère, de dire en fait, moi, en train de développer ma créativité, je ne sais pas ce que ça donne. Et en fait, je vais le découvrir. Et en fait, c'est un grand mystère. Mais si en fait, on se visualise, donc une moi créative, c'est une moi qui est comme ci, comme ça, qui fait ci, qui fait ça, qui bouge comme ci, comme ça, bah, évidemment, en fait, que petit à petit, je vais restreindre la bonté et la richesse de mes mouvements et de mon élan de vie. Et puis, je vais commencer à les juger et je vais commencer à m'étriquer, en fait. Voilà. Et ça, c'est une grande source de souffrance, en fait. Et je pense, ça c'est ma conviction intime, que les êtres humains n'ont pas de mission divine. En fait, que leur première mission, c'est leur propre bonheur. Que personne ne naît, en fait, avec la vocation de changer la face de l'humanité. Et quand bien même certains viennent avec des incarnations qui ont ce propos, eh bien, en fait, ils ne le font pas pour l'humanité. Ils le font parce que ça a un sens pour leur âme, ça a un sens pour eux-mêmes. Et en fait, même si ça résonne positivement au niveau du collectif, eh bien, c'est ce qui est d'abord à l'avant-plan, c'est cette démarche en fait où ils le font pour eux-mêmes. Voilà. Donc, par exemple, tu prends Gandhi. Bah, Gandhi, c'était important pour lui d'explorer, de goûter les différentes facettes de la paix, d'explorer cette thématique. Et après, ok, il a étendu son savoir, il a partagé un petit peu sa synthèse avec le monde. Mais Gandhi, il n'est pas venu à sauver la planète, pour moi. Il est venu à réaliser quelque chose au niveau de son âme, au niveau de son intimité. Il est venu résoudre une équation intime. Et ça, c'est super cool parce qu'en fait, quand on résout une équation intime, bon, bah ça va, en fait, on a plein d'incarnations pour le faire, c'est chill. Et si, en fait, l'univers a besoin de nous et qu'on est disponible, et ben, en fait, il va nous insuffler un petit peu comme des vagues, comme des gouttes qui sont emportées dans la vague. On va se sentir insufflé dans un mouvement et en fait, ce qui va nous garantir qu'on est sur la bonne voie, c'est une conviction profonde ou un sentiment de joie qui va nous dire, ben, même si c'est dur, même si c'est la galère, et ben, si c'est là que tu dois aller, tu le sens et tu y vas et tu le fais et ça te donne en fait une satisfaction profonde. Donc après, le danger, c'est quand tu commences à agir par idéal et tu te dis en fait, ce serait bien de créer ça parce que ça ferait du bien au monde. Et finalement, tu te déracines de ta joie fondamentale, tu te déracines de ton élan de vie. Et souvent, en fait, dans ces cas-là, c'est comme un peu la quête du Graal, hein, quand on regarde les contes du roi Arthur. En fait, les chevaliers, ils partent dans cette quête et en fait, ils meurent d'épuisement, ils sont désertés et le seul en fait qui arrive à trouver le Graal, au moment où il le touche, il est électrocuté par le divin et il meurt. Super. Donc en fait, ça parle bien de l'élan vers l'idéal et finalement, en fait, ce qui s'est passé dans cette quête-là, c'est que le roi Arthur, il s'est retrouvé tout seul dans son château à gérer une cour infernale et finalement toute la table ronde a été éclatée, tout le chaudron a été éclaté dans toutes les directions et ce qui fait en fait que l'expérience du cercle s'est perdue. Donc voilà, je pense qu'il y a un bon équilibre à trouver entre cet élan intérieur qui déploie une motrice et aussi Santosha, la satisfaction de ce qui est là, de ce que l'on est, le plaisir d'être
caressé par la vie et aussi d'accueillir progressivement les défis qui sont les nôtres et de voir en fait comment la pielle, quoi, comment on réagit par rapport au contact de toutes ces expériences qui nous arrivent et comment ces expériences vont nous transformer en fait. Parce qu'évidemment, si ta vision intérieure, si ton idéal il prend trop de place, tu laisses aucune place pour ce que la vie t'apporte. Tu laisses aucune place pour les cadeaux. Et tu laisses aucune place pour devenir quelque chose que tu n'aurais jamais imaginé non plus. Et pour moi, c'était un tango entre guider et se laisser guider, entre le yin et le yang, entre activer et recevoir, donner et recevoir. Et je trouve que c'est effectivement hyper juste tout ce que tu dis. Et par rapport à cette quête d'éveil, je me dis que ça pourrait peut-être être intéressant d'avoir ton partage sur un sujet aussi dont on a déjà parlé. C'est peut-être, tu vois, en ce moment, avec tout ce qui se passe, euh, il y a pas mal de monde qui se pose la question, est-ce que ça va vraiment changer? Oui, mais moi, je ne vais pas vraiment faire une différence en me changeant moi. Tu vois, c'est difficile de garder cet optimisme face à tout ce qui se passe parce qu'on a l'impression qu'on est tout petit et qu'en fait, ça ne va pas changer grand-chose. Mais je sais que tu as aussi un regard par rapport à cette transformation collective, du fait que quand on travaille sur soi, en fait, on guérit un peu aussi à travers le collectif et que tout le travail qu'on fait en fait intérieurement en solitaire, qu'on a l'impression qu'on fait en solitaire, en fait, ça va aussi avoir un impact et un rayonnement. Et c'est pour ça euh, que cette notion ouais, de famille, de sangha, de groupe, c'est aussi pour ça que la sororité, c'est aussi important pour tout ce qu'on met en place. Est-ce que tu auras envie de partager quelque chose là-dessus? Effectivement, en fait, je pense que c'est beaucoup articulé autour de la notion qu'on a construite autour des maîtres, en fait, et des chevaliers. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir en fait que si chacun incarne sa nature, si chacun en fait s'engage envers son bonheur, et bien en fait on est vraiment comme une plante. Ça veut dire qu'à la base on est une petite graine et puis après on va se frotter un peu au défi de la vie, donc on va pousser. Et en fait au moment où on va fleurir, on va offrir son essence au monde, on va offrir son parfum au monde. Et c'est à ce moment-là en fait où on est plein de soi que notre parfum touche les autres. Et c'est à ce moment-là, en fait, on s'enrichit les uns les autres. En fait, c'est à ce moment-là, en fait, qu'on est vraiment dans l'expérience sacrée du partage. Mais au-delà de ça, en fait, si tu regardes vraiment l'évolution dans la nature, il y a des systèmes d'entraide dans la nature. Ça veut dire qu'il y a des alliances entre les vers de terre, la terre, les graines, les petites plantes qui poussent. Il y a des arbres qui protègent des champignons. Ça veut dire qu'en fait, il y a des synergies naturelles. Et en fait, on n'a pas besoin non plus d'atteindre son éclosion pour se sentir exister au sein d'un écosystème et de se sentir sage dans son mouvement de vie. En fait, sa sagesse, pour moi, la sagesse, c'est d'être honnête avec soi-même, d'oser en fait embrasser sa vérité et d'oser dans sa vérité aussi embrasser son humilité, son savoir et son ignorance, de reconnaître tout le chemin parcouru et de reconnaître tout le chemin qui est à parcourir. Et en fait, de simplement être intègre en fait avec soi. Et de savoir qu'il y a des temps en fait où oui, on est sûr de soi, on sait beaucoup de choses, puis il y a d'autres temps où voilà, il va y avoir un mouvement de vie, on ne sait plus rien. Tout ça, ça a été balayé. En fait, c'est comme un hiver sur la conscience. Hop, c'est un nouveau chapitre. Donc en fait, simplement, quand on garde cette intention, cette persévérance, d'être fidèle à soi-même, de continuer à illuminer son chemin, de faire face à ces défis, à ces difficultés, pour moi, c'est déjà en fait une maîtrise en devenir. Et en fait, cette maîtrise, on n'a pas, il y en a qui sont peut-être appelés au fait d'aller voir des grands
des grands avatars, des grands maîtres, et ils pensent qu'au contact de ces grands maîtres, en fait, on va se transformer. C'est sûr qu'on se transforme. Mais on se transforme aussi au contact de son boulanger, au contact de sa coiffeuse, parce qu'en fait, ta coiffeuse, elle, je sais pas, par exemple, c'est naturel pour elle de sourire à la vie, et donc, en fait, à son contact, en fait, tu te rappelles, ah oui, c'est vrai, il faut sourire. Et après, je sais pas, tu vois une copine, et là, en fait, elle te dit un truc super sage, et en fait, ça trouve une vraie résonance en toi, et en fait, à ce moment-là, je veux dire, la sagesse, elle est partout. On déploie tous un petit peu des programmes. Il y en a qui vont développer le programme joie, il y en a qui vont développer le programme connaissance, il y en a qui vont développer le programme résilience. Et en fait, un peu en étant interconnectés, on va pouvoir en fait se laisser guider à droite, à gauche, et petit à petit, on accumule toutes ces fréquences qui sont autant de nutriments dont on a besoin, et on se complète d'une manière absolument mystérieuse et absolument collective. Ouais, c'est ça. D'où l'importance de prendre le temps aussi de se laisser porter et de ne pas vouloir euh, écouter que son mental et accumuler en fait plein de choses. Et ça demande aussi un peu à se laisser porter et faire confiance que on va peut-être rencontrer quelqu'un demain qui va nous guider en fait au bon endroit. Euh, Avant qu'on parle de tes projets, de ce que tu vas proposer cet été, etc. La question de Marie qui demandait si du coup ce que tu avais appris et ce que tu enseignais c'était du yoga. Ça peut être peut-être intéressant parce que je pense que parfois il y a comme une illusion un peu autour du yoga, tu vois, où on entend un peu que les asanas du yoga, un peu à la façon hindoue, etc. Il y a un peu un stéréotype autour de ça. Et je sais que toi, ça te tient à cœur aussi d'expliquer que ça va bien au-delà que ça. Et puis peut-être que tu peux aussi dire un peu, bah, toi, la façon dont tu l'enseignes, parce que je sais que ça t'est vraiment propre, vu que, comme tu l'as dit, tu rajoutes aussi le chamanisme, le Tao, etc. Mais déjà de revenir peut-être à la racine du yoga où parfois il y a un peu une confusion en fait sur ce terme ouais, où il y a un petit peu des croyances autour de ça. Ouais, bien sûr, pour moi, le yoga, c'est un état, déjà. C'est un état intérieur, c'est un état de conscience. Et cet état, en fait, il est propulsé par une attitude. Et une attitude, elle est propulsée par un élan ou une aspiration. Et une aspiration, ça naît toujours de la racine du cœur. Voilà. Une envie, ça naît de la racine du ventre, et une aspiration, ça naît de la racine du cœur. C'est quelque chose d'irrésistible. On ne peut pas y résister. On peut résister comme ça, on s'échappe à droite, à gauche, mais finalement, en fait, on revient toujours sur ça. Donc, pour moi, le yoga, c'est un état de conscience, et en fait, c'est un état de conscience modifié qui nous permet, en fait, de contacter une unité. Donc, ça peut être, en fait, une unité entre différents corps qui nous composent. Ça peut être une unité avec son cœur, ça peut être une unité avec la matrice universelle, avec la nature. Mais en fait, c'est des états d'unité. Et en fait, à chaque fois, on est capable d'étendre cet état d'unité à de plus en plus de sphères. Donc, la posture en soi, c'est ce qui permet, c'est un catalyseur de la conscience. C'est comme une coupe. Hein. Finalement, on prend une posture, c'est une coupe et on se glisse dedans. Et on explore en fait cette forme, on explore cet archétype. Et c'est la même chose en fait pour le Tao. Si tu veux, le Tao, c'est un état de fusion profonde avec la nature. Et souvent, quand tu dis aux gens, elle est où la nature? Elle te dit, ah ben, elle est là, quoi, dehors. Et en fait, ils ne voient pas que la nature, elle est à l'intérieur d'eux, que en fait, tes poumons, c'est des forêts, que tes veines, c'est des rivières. Que tes cellules, c'est des mers de sel, c'est des déserts, que ta salive, c'est un lac, que tes reins, c'est une cascade. Et en fait, toute la nature exprimée à l'extérieur de nous, elle existe aussi à l'intérieur de nous. Et que l'état de yoga, c'est l'absorption dans ce voyage, en fait. L'absorption dans cette exploration progressive, tranquille. Un petit peu comme quelque chose qui va se fondre d'une manière intègre et qui va s'ouvrir. Mais en temps juste, on ne demande pas à un enfant qui a 3 ans, elle dit allez hop, vas-y, et la maturité d'un enfant de 18 ans. Bah non, en fait, on a le bon sens de savoir qu'un enfant est grandi à son rythme. Et bah pourquoi nous, on ne peut pas grandir à notre rythme aussi? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va éclore en temps juste au rythme de nos saisons à l'intérieur de nous. Et en fait,
Juste le cadre du yoga, l'outil du yoga, c'est un outil en fait où on a différents arts, différentes portes qui nous permettent, dans un cadre sécuritaire, de s'expandre aussi, avec soit la limite du corps, soit des outils qui proposent des limites psychiques ou un contenant en fait dans lequel on va pouvoir se laisser glisser et goûter, explorer, expérimenter. Oui, parce que du coup, il y a des personnes, tu vois, qui vont dire ah, le yoga, c'est pas pour moi, de toute façon, ça me gonfle, j'ai déjà essayé. Et c'est vrai que parfois, ça pourrait être intéressant d'essayer de diffuser un peu plus ce message qu'en fait, le yoga, c'est pas juste un cours de hatha yoga, quoi. Autant moi, j'adore faire le yin, par exemple, où on se dépose, on est complètement à l'abandon. Autant ça va être chanter des mantras, ça va être la dévotion à travers le bhakti yoga, ça peut être, enfin, il y a plein de, comme tu dis, c'est une posture, c'est une attitude, c'est une façon de penser, c'est une façon de fonctionner, c'est la connexion au corps, la connexion aux émotions et du coup, moi, c'est vrai qu'à force, parfois, ça me chagrine en fait quand j'entends, oui, mais moi, le yoga, c'est pas pour moi, parce qu'en fait, euh, je pense pas qu'on puisse vraiment dire ça, parce qu'en fait, le yoga, c'est une porte qu'on peut emprunter à travers tellement de voies différentes que je pense qu'il y en a forcément une qui nous convient en fait en fonction de nos besoins. Ouais, aussi, si tu veux regarder un circuit différent, en fait, je peux dire que le yoga, c'est une intention. Et ensuite, c'est une concentration. Ça veut dire c'est une concentration de la conscience sur un sujet, un objet. Et en fait, une fois qu'il y a la concentration suffisamment sur l'objet ou le sujet, il y a la fusion ou l'infusion qui se crée. Ça veut dire la pénétration de l'esprit avec l'objet. Et en fait, c'est là où on a l'expérience vive d'une posture, d'un chant, d'un son, d'une respiration, d'un mouvement. Et quand on rentre en fait dans cette expérience vive, cette expérience, ça devient un trésor à l'intérieur de nous qui va descendre, 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 descendre jusque dans notre noyau. Et en fait, notre esprit va en faire la synthèse. Et c'est le terreau de notre propre sagesse. Donc en fait, il y a plein de yogis qui ne savent pas qu'ils font du yoga. Parce qu'en fait, ils sont déjà dans ce mouvement-là. À partir du moment en fait, où tu laisses une qualité d'écoute intérieure émerger, où tu ressens une aspiration, que tu décides de la recevoir, de la mettre en vie, et donc tu vas la mettre en intention. Après, tu vas te concentrer sur cette intention, tu vas la féconder avec ta présence. Et là, en fait, tu vas grandir dans cet axe. Et ça, c'est du yoga. Et tu Voilà. vois, comme le fait de parfois se dire qu'en fait on a l'impression qu'on ne fait pas du yoga et en fait on fait du yoga, la question, euh, la dernière question, je ne vois pas le prénom en entier, mais tu vois, la personne nous mentionne que parfois il y a une posture qui demande de la souplesse ou des contorsions et que c'est pas facile de se détacher du côté désagréable que ça peut produire et que ça lui occupe plus l'esprit que ce que ce serait censé supposer. Et en fait, moi, dans ce sens-là, quand je vois cette question, ça me fait penser à l'inverse et je me dis, mais en fait, on a l'impression que c'est du yoga, mais en fait, c'est pas du yoga de vouloir absolument faire une posture et de s'en frustrer parce qu'on n'arrive pas à la faire. On sort un peu du cadre, je trouve, tu vois, de l'intention première, en fait, qui est le yoga, non? En fait, ça dépend. En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce qu'on a projeté sur le mot yoga. Il faut regarder. Et c'est vrai que dans ce qu'on projette sur le mot yoga, il y a un apport collectif. On se dit, ah, le yoga, c'est un yogi en méditation sur son safu, qui fait des pranayamas, qui fait une super posture, trop chill, trop belle et tout. Et en fait, faut déconstruire ça. Il faut se dire en fait que le yoga, c'est un véhicule qui va nous amener vers notre propre lumière et que notre lumière, c'est une source, un espace de nutrition intense, hein, c'est un espace d'amour intense, un espace de plénitude, de bonheur. Et que finalement, en fait, que tu fasses ta pince nickel ou que tu fasses ta pince à toi, si ça te permet de contacter ta lumière, si ça te permet de cultiver du plaisir, en fait, de transformer de pas attendre un paradis sur terre, sinon celui qui est disponible dans ton propre corps, en fait, et de cultiver ce jardin, de cultiver ce paradis. Eh bien, voilà, si t'atteins ta cible et c'est bon. Après, ça dépend aussi de ce que tu aimes mettre en valeur. Moi, je vois par exemple que
Euh, Enfin, il y a des gens qui vont plutôt voilà, se concentrer sur les postures, il y en a qui vont se concentrer sur la posture mentale, il y en a qui vont se concentrer sur la posture émotionnelle. En fait, tout équivaut, mais c'est sûr qu'en fait, l'asana, c'est un côté comme plus tangible, plus évident pour l'essence. En fait, on ne sait pas quand quelqu'un est en état de yoga au niveau émotionnel ou dans une quête intérieure au niveau psychique. Par exemple, quand quelqu'un essaye d'annihiler ses pensées négatives, bah, c'est déjà une démarche de grand yogi, quoi. C'est déjà une croissance. Donc c'est sûr, voilà, après à chacun de questionner qu'est-ce qu'il met derrière ça. En tous les cas, le yoga définitivement, c'est pas uniquement des postures. Ce serait que le petit ongle de l'orteil, du petit orteil. Mais Dans c'est l'océan possible. certainement, encore une fois, comme on disait tout à l'heure, une question de cadre, de besoin et de ce qui nous convient en fait. Parce que parfois, on s'acharne à faire quelque chose et en fait, peut-être ça ne nous convient pas, peut-être il faut adapter la posture, peut-être il faut changer de cours, peut-être il faut changer de prof, peut-être il faut changer de technique. Ouais, effectivement, en fait, il faut prendre un peu le yoga comme une chanson, quoi. Ça veut dire que il y a des cours qui vont nous plaire et il y a des cours qui vont pas nous parler. Et en fait, il faut vraiment s'écouter, hein, comme quand ça nous tente de manger de la fraise ou ça nous tente de manger de la carotte. Voilà, en fait, il faut vraiment s'écouter. Quand on trouve un espace de yoga qui nous plaît, un professeur qui nous plaît, bah déjà, la première chose, c'est d'entrer en gratitude, hein, de considérer que c'est précieux, en fait, d'avoir un cadre qui nous parle et qui nous ressource et qui nous plaît sur plusieurs aspects. Donc, effectivement, en fait, il faut aller vers ça, mais c'est sûr qu'en fait, si on essaye le yoga une fois et qu'on dit que le cours qu'on a essayé est fini, tout l'arbre du yoga, bah là c'est sûr qu'en fait, c'est un peu dommage. Mais souvent, en fait, quand l'élan de pratiquer est fort, bah, en général, les gens ils vont tester un cours et puis après, ils vont en tester un autre. Puis, à un moment, en fait, dans leur élan de vie, ils vont rencontrer en fait ce qui leur convient, ce qui leur plaît. Et c'est super important, en fait. C'est super important de prendre son pied. C'est super important. Ça veut dire que si vous allez dans une classe de yoga pour souffrir, enfin, je veux dire, c'est pas la bonne démarche. En fait, ce qui est bon dans une classe de yoga, c'est d'expérimenter le dépassement aussi, de se frotter, voilà, à la limite du corps, à que ton tendon, il te dit non, si tu veux faire un grand écart, que ton corps, il te répond. Par exemple, tu fais une classe super dynamique, le lendemain, tu as des courbatures, et ben, tu dis, ah non, j'ai des courbatures. Mais attends, c'est super, tu as établi un dialogue avec ton corps. Il te dit, oulala, c'était du rire. Donc, en fait, de rentrer dans la beauté de cet échange aussi et de ne pas forcément poser une exigence. Hein. Souvent, bah voilà, en fait, c'est important de se sentir dans sa classe de yoga comme on se sent dans un foyer, comme on se sent dans un jardin, comme on se sent dans un espace de bien-être. Et il faut trouver effectivement les formes d'enseignement qui nous plaisent et aussi les personnes avec qui pratiquer qui nous plaisent. Il faut que la salle, elle nous plaise. Il faut que les musiques, elles nous plaisent. Voilà, il faut que ce soit une séduction d'un univers. Hein. Un professeur de yoga, c'est ça qu'il amène. Il amène un univers et il faut voir si cet univers, il nous plaît. Et même si cet univers, il nous plaît pendant un temps, il peut nous plaire pendant un temps et après on a besoin d'autre chose. Et ça ne veut pas dire que le professeur est mauvais, en fait. C'est juste que voilà, à ce moment-là, on avait besoin de ça et qu'après, voilà, on a envie d'autre chose. Comme par exemple, quand c'est le temps des cerises, on mange de la cerise et après, à un autre moment, je sais pas, c'est le temps d'autre chose, quoi. Ouais, et c'est un peu, en fait, un peu comme les relations, quoi. C'est qu'à un moment donné, parfois, on est avec quelqu'un parce que ça a besoin de nous faire travailler un aspect de nous, de faire émerger quelque chose. Bah là, c'est pareil, on va être en lien avec un prof ou avec une technique. Et puis, à un moment donné, quand on voit que ça correspond plus ou qu'on a assez cheminé, on va avoir envie de changer. Et je trouve que c'est pour ça aussi que c'est difficile quand on nous demande bah, des formations ou des ashrams ou des noms ou des choses un peu concrètes parce que vu que moi je le vois un peu justement comme cette relation, je me dis c'est comme si quelqu'un me demandait tu connais pas quelqu'un avec qui je peux me mettre en relation pour travailler ça? Tu vois, c'est un peu particulier, ça fait tellement partie du chemin en fait initiatique personnel. Je me rappellerai toujours de notre rencontre. Morgane, je l'ai rencontrée sur le salon du yoga il y a, je sais pas, 3 ans, un truc comme ça. Et en fait, ce qui était drôle, c'est que je suis venue avec deux amis qui venaient pour trouver une école de yoga pour se former et que moi, je venais en touriste.
C'était vraiment pour me laisser porter, pour découvrir, etc. Et en fait, j'ai une copine qui m'a dit, ah, va voir là-bas, il y a un stand avec des dauphins de la Sauge, tu vas adorer. Ah, quoi? Et je suis arrivée sur ton stand et je t'ai vu. Et il y a un truc à l'intérieur de moi qui s'est dit, bah vas-y, j'ai sorti mon chéquier en l'espace de 5 minutes. J'ai passé à l'intérieur de moi. Et, et je me suis inscrite. Et puis après, ça a été le début de la suite. Mais c'est pour ça que c'est tellement important de dire à chaque fois aux gens de s'écouter, de se laisser porter, parce que ça fait partie d'un chemin tellement important, en fait. Euh, les espaces où on va confier notre confiance, où on va confier un peu notre cœur, quoi. On ouvre un espace intime de transformation et du coup, c'est difficile de savoir pour quelqu'un qu'est-ce qui va être bon ou pas parce que c'est tellement intime et profond Il faut essayer, il faut persévérer, je pense. Quand on n'a pas trouvé, ça va venir. C'est comme avec les thérapeutes, c'est comme avec tout. En fait, à un moment, en fait, on va trouver la personne qui a des clés pour nous. Et même si cette personne a des clés, il faudra faire l'effort de tendre la main pour les saisir. Il faudra oser les activer. Donc en fait, effectivement, je pense qu'il faut vraiment laisser aussi l'alchimie opérer. Quand on est avec les bonnes personnes au bon moment, on le sait, on le sent et c'est kiffant. Donc en fait, il faut écouter ça et se faire plus confiance au niveau du kiff. Mais c'est pas évident parce qu'en fait, ça parle aussi de la confiance qu'on a en soi-même et de la confiance qu'on a tissée avec ses ressentis. Et en fait, quand on n'a pas confiance en soi, c'est très beau aussi parce qu'en fait, c'est tout un chemin où finalement on va construire cette confiance étape par étape, où l'univers va nous confirmer qu'en fait on aurait dû s'écouter et ça aussi c'est chouette. En fait, moi je pense qu'une des premières choses à déconstruire c'est la peur de se tromper. Voilà. Moi j'ai vécu des expériences horribles avec le yoga aussi, donc voilà, je vous disais quand j'avais 24 ans, voilà, certains formateurs se sont transformés en véritables gourous. Ils ont fait vraiment des trucs horribles, quoi. Ça veut dire les pires trucs, trafic d'argent, problème avec le sexe, le pouvoir et tout. Enfin, c'était Koh-Lanta, quoi. Et non, mais vraiment, c'était fou. Et en fait, l'élan de vie et l'amour du yoga était plus fort et du coup malgré ça en fait j'ai continué à me tourner vers des formateurs. Bon, j'étais un peu plus méfiante après, moi j'ai fait beaucoup de formations, je me suis formée en somato, je me suis formée au Raja Yoga, de yoga thérapie, j'ai fait vraiment beaucoup j'ai fait presque 12 ans de formation continue en fait. Donc après, voilà, on a un peu peur, on est un peu frileux quand on a fait une classe qu'on n'aime pas, et on est un peu méfiant. Mais l'univers met toujours des personnes sur notre chemin qui nous réouvrent le cœur et qui nous redonnent envie et qui nous insufflent aussi l'audace de continuer, en fait, de persévérer. Donc c'est ça qu'il faut nourrir. c'est aussi en se trompant en fait qu'on voit ce dont on n'a plus envie et ce dont on n'a pas besoin, quoi. Ouais, exact. Il faut vraiment se faire confiance et s'écouter. Et si on n'a pas confiance en soi, commencer à travailler à qu'est-ce que c'est avoir confiance en soi et commencer à déployer ça. Et en fait, à partir du moment où on a décidé aujourd'hui, je commence à déployer ma confiance en moi, et ben, jour après jour, il y a des petits cadeaux qui arrivent et ça se construit doucement et ça s'épanouit. Et justement, pour travailler cette confiance, j'en viens à te questionner un peu sur ce que tu vas faire cet été, alors, pour que tu puisses un peu nous en parler. Morgane, elle crée un ashram en plein Paris pendant 2 semaines pour pouvoir offrir un berceau de transformation et d'exploration aux personnes qui auront envie de plonger de façon intensive à l'intérieur d'eux. Donc, j'ai vu le programme, ça a l'air assez incroyable. Est-ce que tu veux un petit peu parler de ton intention et puis de ce qui va s'y jouer? Ouais, bah alors pour commencer, en fait, je te dirais que ça, c'était vraiment un rêve que je m'étais dit, bon, je vais faire ça dans 5 6 ans. C'est vraiment un truc que je laissais grandir doucement, avec beaucoup de temps, beaucoup d'espace, beaucoup de lenteur. Et puis, il y a eu le confinement. Et du coup, il y a eu toutes les sensations du confinement qui ont commencé à arriver. Puis, il y a vraiment des ressentis intenses, de se sentir
en fait concentré dans un espace. Moi, je suis confinée à Paris, dans un appartement qui est chill, mais il est quand même petit. Donc, en fait, toute cette concentration, comme en fait la sensation d'aller dans une grotte. Et dans le Tao, on t'enseigne que c'est très important d'explorer une configuration et son contraire, une posture et sa contre-posture. Donc, en fait, en étant dans ma grotte, comme ça, je me suis dit, mais en fait, c'est quoi la contre-posture? Et en fait, la contre-posture, je me suis dit, c'est le contraire, en fait. C'est l'éclatement, l'abondance de relations, l'abondance de couleurs. C'est un peu le banquet de Shiva. C'est le multiple, c'est tous les possibles. C'est l'inverse de la concentration, en fait. C'est vraiment la grande expansion, le grand dépassement et le grand éclatement. Et en fait, un matin, donc voilà, en faisant ma méditation, ça y est, je me suis pluguée. Et en fait, je me dis, qu'est-ce qui serait vraiment juste pour toi, en fait, d'articuler en ce moment? Et ben, je me suis dit, en fait, là, si je devais mettre fin à mon confinement, qu'est-ce que je ferais? J'irais dans un ashram. Alors après, je me suis dit, bon, aller dans un ashram, c'est bien, tu l'as déjà fait plein de fois. Donc, je me suis dit, en fait, tu sais que c'est possible de faire un ashram parce que ton école, elle a 10 ans, parce qu'il y a plein de professeurs qui sont formés, des professeurs qui sont bons, qui sont généreux, qui sont beaux, en fait, qui ont une belle lumière. Et en fait, voilà, si tu avais un peu d'audace, tu sortirais cette carte et tu dirais, voilà, moi, je fais ça, je propose un ashram éphémère parce qu'en fait, j'ai la structure qui permet de le faire, j'ai les ressources humaines qui me permettent de le faire. Créer un ashram, ça se fait pas tout seul. On est une équipe de 12, pour vous dire. Donc, en fait, l'intelligence collective, elle commence déjà à se mettre en place. Donc, je sais pas, j'ai avancé ma première carte auprès de collègues comme ça, et elles m'ont dit, non, mais c'est tellement... ça donne tellement envie, c'est tellement juste. En fait, on a tellement besoin de ça, rien que pour nous, au-delà des personnes qui voudraient vivre ce temps avec nous, rien que nous, ça va tellement nous nourrir, on en a tellement besoin, on a tellement envie, en fait, même en s'adaptant en fait aux mesures d'hygiène, d'être résilient, en fait, de s'y adapter tranquillement et de continuer en fait aussi à être en lien, même si on ne doit pas être collés les uns contre les autres, de continuer à se transformer ensemble, de continuer à faire grandir le feu de l'énergie ensemble. Donc voilà, et puis en fait, une chose en amenant une autre, je me suis ouverte à cette idée, et en fait, voilà, par jeu de synchronicité, tout a commencé à se câbler, à droite, à gauche, ça a commencé à vibrer, une super belle vibration. Et puis, en fait, on a commencé à réfléchir en groupe à comment on rêvait cet ashram. Et en fait, on avait une vision une vision hyper unifiée. On voyait quelque chose de léger, centré sur la joie, centré sur le bonheur d'être aussi ensemble dans l'état de partage, en même temps avec vraiment du savoir-faire. Le yoga intégral, c'est quelque chose de pointu, c'est un savoir, mais qui est accessible aussi à des personnes qui débutent. Et puis, on a imaginé, en fait, dans cette expérience, qui est vraiment tous les profils, quoi. On voudrait que des gens qui ne se mettraient jamais ensemble soient réunis un petit peu dans cette coupe. Et en fait, ce qui nous éveille, ce qui nous a fait pétiller, c'est une expérience humaine, en fait. C'est de voir, en fait, un flot d'humains comme un banc de dauphins ou un banc d'oies sauvages qui volent ensemble, en fait, de sentir des personnes qui se réunissent pour respirer ensemble, pour cultiver la joie ensemble, pour cultiver l'amour ensemble, d'abord pour se nourrir soi, pour le rayonner en groupe et pour offrir, en fait, cette jolie lumière aussi au monde, tout simplement. La lumière qu'on dégage quand on est ensemble. Quand on danse ensemble, c'est jamais la même chose que quand on danse tout seul, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc voilà, ce projet, il est né comme ça. Et évidemment, moi je dirige une école, donc c'est quand même quelque chose. Quand tu es formateur, il y a l'aspect de l'aspiration, puis il y a aussi tout l'aspect technique et tout l'aspect de la connaissance qui commence à se distiller en fait dans ce projet. Moi, j'ai vécu en ashram et j'ai été formatrice en ashram, donc je sais en fait comment ça se structure au niveau de l'énergie, je sais comment ça circule. Et aussi le fait de vivre en ville, je me mets bien, je suis dans les baskets d'une citoyenne, donc je sais en fait le citoyen, qu'est-ce qui vit en fait, quel est l'ashram dont il a besoin. Donc en fait, on est parti sur un ashram urbain, où en fait on a complètement ouvert les horaires, donc ça commence à 7h et ça finit pareil à 21h. Il y a des classes en fait toute la journée, puis il y a différentes propositions, ça veut dire que tu peux prendre un peu le immersif road, quoi, où en fait tu prends le whole pack et tu as accès à toutes les classes, tu peux tout essayer, tu peux tout goûter.
Et puis, tu as aussi d'autres petits chemins qui ont été créés. Donc, tu peux venir pratiquer le matin, tu peux venir pratiquer le soir. Et voilà, c'est un espace, c'est un espace de réunion, c'est un espace de pratique. Et en fait, on s'est dit, on voulait pas que ce soit quelque chose de l'ordre de vraiment la structure, l'apprentissage, l'approfondissement. En fait, on est déjà suffisamment agi par le confinement, on travaille suffisamment fort sur nous-mêmes. On est à l'orée d'un nouveau monde. C'est tellement exigeant déjà intérieurement ce qui se passe au niveau de notre cœur, au niveau de notre pensée, au niveau de notre résilience, de notre adaptation. Le travail spirituel, il est déjà tellement actif que nous, on s'est dit, on va créer des pratiques qui soient axées vraiment sur le bien-être, sur le plaisir, sur l'épanouissement, sur la légèreté, sur la joie. Et en fait, on ne va pas proposer des pratiques pour approfondir et aller démystifier c'est quoi les racines du yoga. En fait, on s'est plus dit, on va proposer un banquet. Voilà, un banquet avec plein de pratiques différentes pour simplement permettre aux personnes d'expérimenter et de dire ça j'aime pas, ça me parle, ça me parle pas. Et en fait, de leur donner aussi une voie d'expression à travers des cercles de parole pour pouvoir dire ah bah là je me repère, en fait ça j'ai vraiment adoré, ça me parle pas du tout. Donc en fait vraiment c'est créé pour les personnes déjà qui ont envie de vivre une expérience collective, hein. Et puis les personnes qui ont aussi envie de se nourrir. Et c'est sûr que quand tu vas dans un ashram, en fait, tu rentres dans une machine à laver. Donc, en fait, chaque classe de yoga, c'est comme un cycle de machine à laver. Donc, évidemment, quand le pull il sort de la machine à laver, et ben, il n'est plus le même, en fait. Il a changé en fait, de texture, il a changé de forme, il a changé de vie, il a changé d'histoire. Donc aussi, quand on avait envie on s'est dit que dans ce nouveau monde, en fait, qui se présente, le plus important, c'est de savoir qu'est-ce que toi, tu veux faire dans ce nouveau monde. Où est-ce que toi, tu veux aller? Qu'est-ce que toi, tu as besoin? Où est ton désir? Quel rôle tu vas jouer pour toi-même et pas pour le monde? Et ça, c'est difficile. Et par contre, quand tu vas dans un ashram pour ne penser qu'à toi et te laisser transformer en fait, par des pratiques et réfléchir à ce sujet-là, bah, c'est aussi plus facile de déterminer où tu es, qui tu es et qu'est-ce que tu veux, finalement, en fait. Et une fois que tu as ça, eh ben, tu es riche. Une fois que tu as ça, tu es riche. Parce que si tu as de l'énergie, après, tu vas sur ton chemin, quoi. Ben, c'est un beau projet, en tout cas, pour toutes les personnes qui veulent plus d'informations. Vous pouvez regarder sur la page de Culture Yoga, tu es aussi sur Instagram. Moi, je vais mettre de toute façon cette conférence sur YouTube et on mettra le lien aussi en dessous pour que les gens puissent avoir l'info. Donc, n'hésitez pas à aller regarder. Tu as mis tout le programme sur le site qui est très riche. Ouais, c'est cultureyoga.fr, le site. Non, c'est cultureyog.fr, il n'y a pas de A. On vous le transmettra d'une manière ou d'une autre. Et ça s'appelle Paris Ashram Experience. Voilà, et ça dure 2 semaines. 100 jours off. C'est 2 semaines continues. Voilà. Et on est une équipe qui nourrit, ensemence ce berceau. Et voilà, pour nous, c'est un projet très vivant, très poétique. Ça développe aussi le savoir-être ensemble. Et aussi, ce qui est fascinant en fait, dans un ashram, c'est de voir en fait, comment tous les protagonistes, toutes les personnes qui sont dans l'ashram, comment aussi ces différents miroirs en fait, qui vont t'aider à te repérer intérieurement. Et évidemment, en fait, aussi, un ashram, c'est comme aussi un grand cercle d'évolution, mais c'est aussi un grand cercle de guérison. Et ça, on n'en parle pas énormément. Mais par exemple, il y a des blessures qu'on va accumulées sur plusieurs générations, hein. Des fois, on reçoit des blessures sous forme d'ADN qui sont des blessures liées à nos lignées. Et imaginez qu'en fait, des fois, il a fallu des générations pour créer cette blessure et la nourrir. Et toi, tu arrives là, tu es dépositaire de cette blessure, elle fait partie de ton sac à dos et tu crois qu'à toi tout seul, tu vas pouvoir la transformer? Non, no way. Ça veut dire qu'en fait, tu as besoin qu'il y ait beaucoup d'amour autour de toi. Tu as besoin d'un grand foyer d'énergie. Et des fois, pour lâcher les blessures, tu as besoin du collectif. D'ailleurs, à ce sujet, avec Aurore, on organise une retraite constellation qui va avoir lieu en juin. En fait, on ne sait pas trop si elle va avoir lieu. En tous les cas, c'est une retraite qui est basée sur les cercles de guérison au féminin. Et ça va être vraiment... c'est nourri par une intention tellement pure que
je pense que ça va être fabuleux, peu importe le temps où ça se fait, si ça se fait en juin ou après, mais ça va être quelque chose de très puissant. Et voilà, guérir aussi en groupe, c'est une expérience qui est significative. C'est une expérience qui nous rappelle à quel point c'est important l'interdépendance des uns et des autres et que même si on veut faire des choses par nous-mêmes, il faut aussi des fois accepter qu'il y a des choses qui se transforment par le collectif et en fait, il faut tout simplement avoir le courage de lâcher, en fait, de se lâcher, de s'abandonner des fois aussi dans ce collectif, dans ce mouvement. Et une autre chose qui me vient, c'est qu'un ashram, qu'est-ce que ça permet? Ça permet de trouver sa place. Ça, c'est un grand thème pour beaucoup de personnes. Un ashram, en fait, c'est vraiment l'intelligence collective. Ça veut dire, en fait, comment tu arrives à briller, rayonner ta lumière en enlevant les croyances que tu fais de l'ombre à l'autre ou en fait, comment l'autre peut exprimer sa lumière sans que toi, tu fasses disparaître la tienne. C'est trouver aussi ta place organique dans l'espace. Voilà, s'il y en a un en fait, qui fait ça, tu peux faire ça. C'est quelque chose qui donne vraiment matière à se situer intérieurement au sein d'un groupe et à trouver en fait son équilibre là. Et souvent, pour les personnes qui ont des histoires où ils ont du mal à trouver leur place dans leur famille, ou leur place dans leur travail, ou leur place dans leur cercle d'amitié, et ben ça peut être un espace super fécond pour trouver ça, en fait, pour trouver cet alignement. Ouais, un beau projet. N'hésitez pas à la regarder. Tu as aussi mis un événement sur Facebook. Ça aide toujours grandement le partage. Donc, n'hésitez pas à aller m'être intéressé, à inviter vos amis, à vous inscrire. Comme ça fera rayonner le projet au plus grand nombre parce que plus il y aura de monde et plus ce sera bénéfique. En tout cas, moi, j'ai une grande tristesse, enfin, entre guillemets, parce que du coup, la première semaine, c'est la même semaine que mon espèce d'ashram chamanique que je ferai de l'autre côté. Mais je me dis que si je suis pas trop à plat, peut-être que je vais venir faire la deuxième semaine. Allez. Peut-être que ça me fera du bien au final, après avoir donné, de pouvoir recevoir un peu. Ouais. Mais en tout cas, voilà, c'est un magnifique projet. J'espère que ça va cartonner, qu'il va y avoir plein de monde qui vont venir travailler sur eux, se transformer, ouvrir leur cœur, communier, se relier et que si l'expérience est une réussite, tu pourras renouveler aussi ça peut-être une autre fois. Ouais. Mais, ça va être beau et puis de toute façon, effectivement, nous on se retrouvera peut-être en juin si la retraite a lieu ou peut-être après s'il faut qu'on la décale. Mais oui, ça va être aussi un beau moment de partage, de sororité et de transformation. J'ai hâte de pouvoir voir et participer à tout ça en tout cas. Ouais. Et j'ai juste quelque chose qui me tient à cœur d'exprimer. Ça veut dire qu'en fait, c'est vrai qu'en ce moment, on parle beaucoup des mues du collectif et en fait, des fois, je peux être en lien avec des personnes qui portent un regard pessimiste sur l'humanité. Et en fait, moi, je trouve que c'est beau de regarder l'intelligence du collectif et en fait, de voir en fait aussi son potentiel d'intelligence. Et en fait, pour voir ce potentiel d'intelligence, eh ben, il faut être avec le collectif, s'engager auprès du collectif, se mesurer en fait à cette force-là, à un collectif qui soit libre, qui soit pas forcément une entreprise ou une société, mais voilà, aller dans le berceau d'un collectif spirituel, c'est une toute autre expérience que d'aller au sein d'un berceau collectif qui soit la famille ou qui soit voilà, une culture. C'est quelque chose de différent. Voilà, c'est important. Merci beaucoup. Je trouve que c'est une très jolie note pour terminer la conférence, le live. C'était vraiment super riche et je suis vraiment ravie qu'on ait ouvert cet espace. Merci à tous les gens qui sont là, qui sont restés jusqu'au bout. Oui, merci pour votre écoute, pour votre temps. Partagez ça avec nous. Et puis de toute façon, si jamais vous avez des questions, que ce soit les personnes qui sont là ou celles qui vont revoir en replay, n'hésitez pas à nous envoyer un message. Morgane, si ça concerne tout son enseignement, ce qu'elle fait, ses activités, etc. cultureyog.fr, tu es aussi sur les réseaux sociaux. Et merci d'avoir partagé tout ça pendant ce temps-là. C'était un grand bonheur. Yahoo! Merci Aurore, merci pour cette fenêtre, cette magnifique opportunité. Merci. Et on se retrouve bientôt toutes les deux en dehors de la conférence. Oui. Merci
à tout le monde. Merci pour tous vos petits mots, vos messages et votre présence. Et puis, avec grand plaisir pour se retrouver à d'autres occasions. Prenez soin de vous et puis passez une belle fin de journée ou une belle soirée en fonction de quand vous allez regarder la vidéo. Bisous Morgane. Bisous. Bye bye tout le monde. Bonne journée, bonne soirée, bisous.